Eh bien, je pense qu'on peut commencer. Merci à tous d'être venus. Cette conférence organisée par le Centre de culture numérique prend place dans les événements d'un festival organisé par l'Eurométropole de Strasbourg et la CCI Alsace et porte sur qui s'appelle Bizenbuzz. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous venez de là. Le Centre de culture numérique, on travaille depuis un petit moment sur cet événement, depuis quelques années avec ses partenaires. Nous proposons à chaque fois cette ouverture vers des travaux universitaires. Entre autres conférences, vous verrez bientôt dans le programme apparaître un autre événement qui aura lieu en novembre, qui est organisé avec le Collège européen des investigations financières et d'analyse financière criminelle et qui portera sur les cyberattaques. Le Centre de culture numérique organise également des ateliers et des formations. Vous pourrez tout retrouver sur ccn.unistra.fr. Mais on revient aujourd'hui parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, pour être très bref. Notre intervenant, Stefano Bianchini, est un spécialiste du domaine, on va dire. Il le dira mieux que moi, même s'il sa modestie l'empêchera peut-être un petit peu, mais il a obtenu son doctorat dans le cadre d'un programme entre une école supérieure de Pise et l'Université de Strasbourg. L'école, c'est la Scuola Superiore di Sant'Anna. Il est également diplômé d'un master en ingénierie industrielle de l'Université de Brescia en Italie. Alors aujourd'hui, il est maître de conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Strasbourg et chercheur également au bureau d'économie théorique et appliquée à Strasbourg également. Ses recherches portent sur l'économie de la science et de l'innovation, car c'est un vrai propulseur d'innovation dans notre pays et au niveau économique, évidemment, ça a son importance, on le voit actuellement. Et il étudie les méthodes d'évaluation de l'impact, justement, de l'innovation sur l'économie. Alors, cette expertise l'a mené à participer activement et encore aujourd'hui dans des commissions européennes chargées d'évaluer justement les effets du développement de l'intelligence artificielle en particulier et des régulations potentiellement nécessaires. Dans son champ d'investigation, il s'intéresse très particulièrement au développement de l'intelligence artificielle, ses effets socio-économiques comme instrument de l'innovation également. Alors, un de ces projets d'ampleur actuellement porte sur la robotisation, ses effets sur l'environnement, l'évolution des salaires et l'emploi. Dans la première partie de cette année, nous avions eu la chance de le recevoir pour nous parler du volet environnement de sa recherche. Et aujourd'hui, nous avons encore de la chance puisqu'il a accepté d'aborder le volet emploi de ses recherches. Alors, je vais lui céder rapidement la parole pour vous faire découvrir ses recherches dans le domaine. Ok. Est-ce que vous m'entendez, Rodrigue? Tu m'entends? Je t'entends très bien. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Rodrigue, pour cette belle introduction. Et merci à tous pour être là aujourd'hui devant votre écran. C'est bien. Alors, comme Rodrigue l'a dit, ici au BETA, c'est le bureau d'économie théorique appliquée de l'Université de Strasbourg. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion, comme Rodrigue vient de l'évoquer, de mener des recherches sur les effets économiques, sociétaux de la transformation technologique en cours. J'ai mené ces recherches en collaboration avec des brillants collègues et des doctorants qui vous voyez listés ici en bas. Donc, c'est Maurice Müller, Pierre Pelletier, Kevin Wiers, Diletta Bonato, peut-être encore d'autres collègues. Nous sommes grosso modo une belle équipe composée par des économistes appliqués, des statisticiens, des data scientists qui se sont penchés de plus en plus sur des données
socio-économiques pour tester si l'avènement de l'IA et d'autres technologies numériques avait modifié et dans quelle mesure notre économie et la société au sens large. Donc, et en regardant ces données, il s'avère que lorsque nous avons examiné à fond les données, on a retrouvé plusieurs tendances, plusieurs régularités assez intéressantes. Donc, on a trouvé des effets sur les marchés du travail, sur l'inégalité, sur la mobilité sociale, la croissance économique, la dynamique de l'industrie, la science aussi. Eh bien, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent au cours de ces dernières années grâce ou dans certains cas, je dirais à cause de la technologie. Et je suis presque sûr que ce n'est que la type, si vous voulez, de l'iceberg, parce que la plupart des effets probablement ne sont pas visibles aujourd'hui, mais seront visibles dans les prochaines années. Alors, aujourd'hui, en fait, je voudrais partager avec vous quelques idées, quelques réflexions sur un sujet très, très, très important, très chaud, lorsqu'il s'agit des technologies d'IA et d'automatisation, à savoir, comme Radi vient de dire, l'impact de ces technologies sur le marché du travail. Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet très chaud qui touche un peu tout le monde et sur lequel, malheureusement, il y a encore beaucoup de spéculations des médias et pas mal de confusion dans les grands publics. Alors, ne vous attendez pas déjà que je puisse vous donner une réponse, entre guillemets, magique à toutes les questions, parce que nous, en tant que chercheurs, on a encore beaucoup de doutes, nous n'avons pas encore de réponses à beaucoup de questions, mais quand même, je vais essayer de vous offrir, si vous voulez, une sorte d'aperçu exhaustif de ce qui sont, de mon point de vue, les changements les plus importants, en fait, que cette vague technologie va entraîner, qui a déjà entraîné, qui va entraîner par la suite. Alors, pour information, avant de justement commencer officiellement la présentation, c'est une présentation qui vise vraiment à vulgariser un peu les résultats de nos recherches, des réflexions qu'on a eues en fait avec les collègues, avec les institutions politiques pour lesquelles je travaille également. Donc, je n'utilisais pas du tout en fait de maths, des modèles ou d'autres trucs très compliqués, ce que nous faisons d'habitude en fait quand nous menons nos recherches. Je vais vraiment essayer de garder la discussion aussi simple que possible. Mais attention, en fait, ne prenez pas, la discussion sera toujours basée sur des éléments assez scientifiques. Bon, cela dit, let's go. Et voilà. Je pense qu'il est toujours assez intéressant de démarrer une présentation de ce type par quelques questions pour pouvoir tester un peu ce que les publics pensent du sujet que nous allons aborder par la suite. Et donc, je voudrais vous poser 3 petites questions. Les jeux, si vous voulez, très, très simple. C'est les suivants. Pour chaque question, prenez 30 secondes pour réfléchir à une réponse possible. Si vous avez une feuille de papier, vous pouvez tout simplement utiliser la cahier des notes sur vos portables. Notez vos réponses, s'il vous plaît, afin de mieux vous souvenir après. Et ensuite, je vous expliquerai, bien sûr, les pourquoi de ces questions. Ça, c'est le jeu. Alors, voici la première question. Vous voyez à l'écran. Pensez-vous que votre job, votre emploi, sera remplacé par des machines dans les 10 prochaines années? Alors, si la réponse à cette question est oui, pourquoi le pensez-vous? Et si la réponse est non, encore une fois, pourquoi? Voilà, prenez 10-15 secondes pour réfléchir à votre réponse. Moi, je vais laisser justement une dizaine de secondes. Très bien. Donc, voilà. La deuxième question est la suivante. C'est ce que vous voyez affiché à l'écran. Est-ce que vous, en tant qu'humain, pouvez faire plus efficacement qu'une machine aujourd'hui? OK? Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Cette question, qui semble une question simple, mais au final, ce n'est pas si simple après tout. Super. Et on arrive enfin à la troisième question. C'est une question un peu plus compliquée que les précédentes. Voilà pourquoi. Je voudrais vous demander de réfléchir à
3 actions concrètes que nous, en tant que société, ou les entreprises du secteur privé et surtout les décideurs politiques, pouvons prendre pour favoriser un avenir du travail brillant et inclusif. Okay? Comme vous le voyez, cette dernière question demande un effort intellectuel un peu plus important, parce qu'il faut quand même réfléchir sur 3 actions concrètes. Alors, prenez encore 30 secondes, disons, pour réfléchir à cette réponse. Et si vous trouvez quelque chose qui vous convainc, notez-le quelque part, s'il vous plaît. Et surtout, la partie la plus importante, c'est ça. Brillant et inclusif. OK. C'est légitime de se demander en fait pourquoi j'ai commencé par ces questions. Parce que justement, il y a 3 questions. Eh bien, la raison est que lorsqu'il s'agit de parler d'IA et des machines intelligentes, industrie du futur, 4e révolution industrielle, âge de la machine, et je vais vous donner une définition plus précise de tout ça dans les prochaines minutes. Eh bien, quand on parle des relations entre ces technologies et les technologies et l'effet de ces technologies sur les marchés du travail, il y a vraiment beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion pour les grands publics, mais aussi dans la communauté académique et les sphères politiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opinion publique se polarise généralement vers les extrêmes. Donc, d'un côté, on trouve ceux qui pensent que les machines vont nous voler complètement nos emplois, et dans les pires des cas, détruire le monde, en fait, du style Terminator, en fait, des machines qui vont vraiment nous tuer. Une vision un peu trop pessimiste, à mon avis. C'est justement mon avis. Et de l'autre côté, on trouve ceux qui pensent que les machines ne seront jamais comme les humains. En fait, nous avons quelque chose de, entre guillemets, spécial, et donc il n'y a aucun risque. On verra, et j'espère de vous convaincre, que la vérité se situe comme d'habitude un peu près au milieu. Donc, il existe en fait des récits communs, des opinions récurrentes lorsque l'on pose ces questions au grand public. Je n'ai pas la possibilité, en vrai, de tester, de vérifier vos réponses. Je suis presque sûr que certains d'entre vous ont répondu en accord avec ces récits communs, qu'on va voir. Les premiers arguments, quand on parle d'IA, de 4e révolution industrielle, est que les machines deviennent de plus en plus intelligentes. En effet, c'est vrai. Les machines deviennent de plus en plus intelligentes, qu'elles dépassent les performances des gens. Dans toute une série de tâches, souvent des tâches très, très complexes comme la compréhension du langage, la reconnaissance d'objets, les déplacements dans l'espace et encore d'autres. Et par conséquent, ces machines sont également susceptibles de remplacer le travail humain. Mais attention, ce n'est pas seulement le grand public. Dans un article, par exemple, très influent, publié il y a quelques années dans une revue de vraiment haut niveau, des chercheurs ont conclu de manière très, très ferme, en fait, qu'environ 50%, 47% pour être précis, des professions sont à risque. Ça, c'est le premier récit commun. Un deuxième récit commun est qu'il est vrai que les machines deviennent toujours plus intelligentes, mais que nous, les humains, avons toujours certaines caractéristiques uniques qui nous rendent en quelque sorte différents et que les machines ne seront jamais capables d'avoir ces caractéristiques-là. L'argument classique est que les humains sont créatifs, qu'ils entretiennent des relations sociales, qu'ils ont de soft skills, etc. Et en vrai, nous verrons que les machines peuvent être vraiment très créatives, même s'il est, à mon avis, très compliqué de comprendre exactement ce que signifie être créatif. Et ça, c'est autre chose. Et puis, il y a la question un peu plus délicate, que pouvons-nous faire? Quel type de politiques publiques pouvons-nous mettre en place pour garantir un avenir brillant et inclusif du travail, comme je disais tout à l'heure? C'est ici que le grand public, aussi la communauté politique, est généralement un peu perdue. Au mieux, la réponse très courante est je ne sais pas, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que faire. Au pire, la réponse est j'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard et que nous ne puissions rien faire. Ce qui me semble être une vision plutôt, je dirais, pessimiste, catastrophique, car en fait, dans le reste de ma présentation, nous allons voir qu'en vrai, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, bref, si vous avez répondu oui à la première question,
si vous avez répondu que les humains peuvent encore avoir des caractéristiques uniques à la deuxième, et si vous n'avez aucune idée de ce que nous pouvons faire pour garantir un bon avenir du travail, take it easy, c'est normal. Il est très probable que la plupart d'entre vous aient vraiment donné ces réponses. C'est très bien, car ce que je vais faire dans les prochaines 40-45 minutes, la prochaine minute, c'est entre guillemets, déconstruire certaines idées reçues. Donc, il est vrai que les machines intelligentes ont un impact important sur les marchés du travail, sur l'emploi, sur les salaires, mais nous avons des bonnes raisons de croire que tous les emplois ne seront pas complètement détruits et remplacés par des machines. Il est vrai en même temps qu'aujourd'hui, les machines ne peuvent pas attendre certaines caractéristiques humaines, telles que, je sais pas, l'empathie ou le leadership social ou autre, mais elles peuvent quand même être très créatives, suivant bien plus que nous, les humains, pouvons être. Et enfin, nous pouvons, en tant que société, et à travers des actions politiques spécifiques, faire beaucoup de choses pour orienter l'avenir du travail. Voilà, donc ça, j'espère quand même d'avoir suscité un peu l'intérêt sur les sujets, qui, comme je disais, c'est un sujet très, très chaud. Et en effet, en fait, ce n'est probablement pas le nécessaire, car si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les sujets vous intéressent déjà. Donc, cela, très franchement, me facilite, me simplifie pas mal la vie. Voilà. Alors, nous avons parlé rapidement d'IA, des robots, des machines intelligentes, une quatrième révolution industrielle, une industrie 4.0, enfin, il y a pas mal de choses sur la table, mais comment en sommes-nous arrivés là, aujourd'hui? Donc, si nous vivons aujourd'hui une quatrième révolution technologique, cela signifie que nous avons connu, en fait, 3 autres révolutions technologiques dans le passé, déjà. Quelles sont donc ces révolutions? Et pourquoi, à mon avis, cette révolution est-elle différente? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, ce que vous voyez ici dans ce graphique, les progrès technologiques ont été extrêmement lents. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de progrès. Au contraire, les anciennes civilisations telles que, je ne sais pas, les Grecs, les Égyptiens, les Romains et encore d'autres ont inventé des choses fantastiques dans des domaines très, 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 très différents. Pensez à l'architecture, je sais pas, l'agriculture, la technologie de guerre, la littérature, la musique, etc. Du même, en fait, au Moyen Âge, nous retrouvons des découvertes, je dirais, formidables. Pensez encore une fois à l'imprimerie à caractère mobile, aux horloges mécaniques, aux nouveaux instruments de navigation, ou tout simplement la création des universités. C'est déjà une invention magnifique, quoi. Mais quand même, il y a 2 constats principaux à faire ici. D'abord, comme je l'ai déjà dit, ces progrès se sont déroulés sur une période relativement longue, c'est-à-dire quelques milliers d'années. Deuxièmement, et ce qui est plus important pour notre histoire, ce qu'on va raconter aujourd'hui, c'est que toutes ces inventions n'ont pas entraîné une augmentation du niveau de vie, ni du bien-être des sociétés. Alors, des économistes ont tenté, comme vous le voyez dans les graphiques, là, de reconstruire des mesures de la richesse à l'aide des données historiques. Par exemple, ils ont reconstruit des mesures des PIB par habitant, autres mesures. Et comme vous le voyez, ils ont constaté que pendant une longue période, en fait, la majeure partie de l'histoire de l'humanité, en vrai, il n'y a pas eu de croissance économique. Les économistes appellent cette longue période d'absence de croissance soutenue stagnation séculaire ou longue calme. Alors, mais si vous regardez ces graphiques-là, il se passe quelque chose de spécial au XVIIIe siècle. On assiste à une succession d'inventions, notamment les chaînes de fer, l'extraction du charbon et surtout l'invention des machines à vapeur qui déclenchent la fameuse première révolution industrielle. Les processus d'industrialisation, aujourd'hui connus sous le nom d'industrie 4.0, est donc connu aujourd'hui comme les débuts officiels de l'ère industrielle, à peu près vers les 1800.
comme vous voyez là. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, déjà, on assiste à un take-off, donc c'est vraiment un tremplin. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, comme je disais, des biens et des services commencent à être produits par des machines. Et à partir de ces moments-là, les économies, les PIB, la population, la densité, et encore d'autres variables économiques ont commencé à croître à un rythme exponentiel. Bon, à cette époque, pour la première fois, les machines ont remplacé une partie, je dirais, significative des forces de travail humaines. Pour la première fois, nous assistons à des tensions sociales et à la création des mouvements de lutte contre les machines. C'est quelque chose qu'on verra encore par la suite. Donc, on a la première révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle prend forme à la fin du 19e siècle avec les processus d'électrification. L'électrification des usines a permis d'accélérer, d'automatiser les processus de production et donnera naissance à de nouvelles formes d'organisation et de production, comme par exemple la fameuse chaîne de production. Donc, nous voyons encore une fois des effets importants sur les marchés du travail, bien évidemment. Les biens, les services, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sont produits à grande échelle à travers la production en série et transportés. Donc, on a même une expansion, une globalisation dans des différents pays grâce à de nouveaux moyens de transport tels que les avions ou les grands bateaux, etc. Puis, nous arrivons à la troisième révolution industrielle, qui a commencé dans les années 70 à peu près, et qui s'est caractérisée par l'introduction des technologies de l'information et une automatisation de plus en plus poussée grâce à l'électronique. C'est aujourd'hui l'ordinateur portable, personnel et l'Internet ont eu un impact énorme sur la vie professionnelle. Et ce qui est important à remarquer ici, c'est que contrairement au passé, ces technologies ont également touché une catégorie de travailleurs qui n'étaient pas nécessairement impliqués dans les processus de production physique, mais dans des différents secteurs, comme la finance, la comptabilité, etc. Et nous arrivons enfin à la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution industrielle en cours, et un peu le sujet d'aujourd'hui, souvent appelée le deuxième âge de la machine ou encore industrie 4.0 ou industrie du futur. Enfin, il y a plusieurs noms. Et ce paradigme, si vous voulez, se caractérise par l'intégration des systèmes cyberphysiques, ce qu'en anglais on appelle Cyber Physical System ou CPS. Et on a cette intégration dans la production, la logistique et les services. Parce que c'est un CPS. Un CPS, c'est une connexion, si vous voulez, entre les humains, les machines, les produits, les objets, les systèmes TIC. Et cette connexion est très, très souvent contrôlée ou surveillée par des algorithmes. Donc aujourd'hui, si on regarde les données, nous avons quelque chose comme 50 milliards à peu près de machines connectées sur la planète. Et certaines prévisions suggèrent que ce nombre va augmenter de manière exponentielle pendant au moins les prochaines 10-15 prochaines années. Et à mon avis, un point important qui caractérise, et sur lequel j'y reviendrai dans 2 secondes, cette révolution, cette nouvelle vague technologique, c'est l'introduction massive de l'IA, l'intelligence artificielle, dans le secteur des services. C'est peut-être la différence principale par rapport à la troisième révolution industrielle, et qui a déclenché toute une série de conséquences qu'on va voir par la suite. Donc, aussi, en fait, vous voulez voir dans une seule image l'évolution des technologies de production au cours des 2 derniers siècles. Donc, encore une fois, l'industrie 1.0 caractérisée par la production mécanisée. L'industrie 2.0 caractérisée par la production des masses et la chaîne de montage. L'industrie 3.0 caractérisée par l'utilisation de l'électronique et l'informatique. Et enfin, l'industrie 4.0 où nous retrouvons un écosystème numérique, un écosystème digital très complexe composé de plusieurs technologies telles que l'Internet des objets, l'IA, la robotique, les big data, etc., etc.
OK. Donc, voyons alors 4 éléments importants qui caractérisent le deuxième âge de la machine. C'est une question légitime de savoir quels sont les éléments qui caractérisent. En fait, 3 éléments, à mon avis. Le premier est la production contrôlée par les machines, ce qui signifie que presque tous les processus de production sont automatisés et que l'on intervient dans les processus qui, dans des cas très, très rares. Les machines sont souvent chargées de nombreux processus différents, qui est la planification des matériaux, les traitements des commandes, etc. On peut voir vraiment beaucoup de processus. Et la production est souvent coordonnée avec ces processus à travers les machines. Donc, un exemple, à mon avis, emblématique, est ce que nous appelons aujourd'hui l'usine intelligente ou smart factory. C'est ce que vous voyez là, à droite, où j'ai pris en fait un instantané de l'usine intelligente Audi en Hongrie. Audi, c'est la société allemande qui fabrique les voitures. Et là, vous voyez, en fait, c'est une usine intelligente qui n'est pour l'instant qu'un projet pilote chez Audi, mais Audi, en fait, a affirmé récemment qu'elle deviendra la norme dans les prochains 10, 15, maximum 20 années. Donc, voilà. Le deuxième élément du paradigme 4.0 est la production à temps réel. Ce qui signifie que les machines ou la machine peut calculer la capacité d'utilisation optimale du site de production. Par exemple, les machines produisent en fonction des commandes entrantes et de la demande globale. Ils font ça real time, ce qui réduit les coûts de stockage par conséquent. Et enfin, on a un élément, à mon avis, peut-être le plus intéressant, c'est l'individualisation de la production, qui signifie que les machines peuvent répondre, dans certaines limites bien sûr, aux demandes individuelles des clients. Alors, vous pourriez penser que ces éléments ne s'appliquent qu'au secteur manufacturier, où vous avez probablement en tête des exemples tels que les robots qui déplacent, qui bougent des choses, là, des pièces mécaniques, déplacent des trucs, les imprimantes 3D, les véhicules autonomes, j'aurais peut-être ces exemples-là en tête, mais ces caractéristiques s'appliquent également à de nombreux modèles de services. Pensez par exemple aux plateformes des réseaux sociaux comme Facebook, aux fournisseurs de services à la demande, ce qu'on appelle on-demand providers, comme Uber ou Airbnb, ou encore des plateformes vidéo, musique à la demande, comme Netflix, Spotify, YouTube, etc. Il y a plusieurs. Ces services utilisent encore un paradigme 4.0 où il y a une utilisation massive de l'IA et d'autres technologies numériques pour personnaliser les produits, par exemple à travers des systèmes de recommandation. Ils ont des algorithmes qui suivent en temps réel ce que les clients font et très souvent décentralisent les calculs, la gestion des données dans des différentes parties du monde. On retrouve les 3 éléments même dans le secteur des services. Et c'est un point très, très important parce que, comme on verra dans quelques minutes, ces transformations vont déclencher des transformations même sur le marché du travail lui-même. Donc, il est temps de demander quel effet nous devons nous attendre pour l'avenir du travail dans les prochaines années, quel effet nous constatons déjà aujourd'hui. Je vais me concentrer sur différents types de changements, mais je les regrouperai en 2, si vous voulez, macro-catégories. D'un côté, certains changements qui se situent davantage au niveau individuel, donc qui concernent les types d'emplois qui seront remplacés par des machines, ceux qui ne le seront pas, les emplois qui émergeront, les effets des technologies d'automatisation sur, par exemple, la rémunération. Ce sont des effets au niveau individuel. Et, d'autre côté, on aura une petite discussion sur les changements, tout est aussi important, et bien sûr très corrélé au précédent, qui se situent davantage au niveau organisationnel. Donc, par exemple, quels changements en termes des lieux de travail, des temps de travail, quels changements pour les organisations publiques et privées en termes de hiérarchie, de responsabilités et autres aspects de CT. Voilà.
Donc, voici la question. Hein. Je suis presque sûr que vous attendiez probablement depuis le début de mon exposé. Enfin, est-ce que les machines vont-elles nous voler nos emplois? Très bonne question. Et comment dire, pour expliquer les effets de la technologie numérique sur l'emploi, de la technologie au sens large en vrai, les modèles les plus influents en économie et dans les sciences sociales reposent sur l'idée que chaque tâche ou chaque emploi nécessite d'effectuer un ensemble de tâches différentes. On a un job et ce job est composé par des tâches. Et ces tâches nous permettent justement de produire des biens ou des services. Remarquez que ces tâches peuvent être accomplies soit par du travail humain, soit pour une machine. Donc, généralement, les économistes considèrent trois types de tâches principales. Les tâches cognitives ou abstraites, les tâches routinières et les tâches manuelles non routinières. Comme leur nom le suggère, les tâches routinières consistent en une répétition plutôt prévisible des tâches simples. Ces tâches simples, vous avez remarqué, peuvent être des tâches manuelles ou pas forcément. Alors, c'est clair que lorsque les progrès technologiques améliorent les performances des machines, les entreprises sont incitées à transférer des tâches du travail humain vers la machine, ce qui est tout à fait légitime. Alors, des chercheurs, y compris moi-même, mon équipe, des collègues, ont utilisé des données historiques pour évaluer l'impact des précédentes révolutions technologiques sur l'emploi, donc première, deuxième, troisième, la révolution industrielle. Il existe une littérature scientifique très riche en économie, en sociologie, qui a examiné cette question en relation emploi-technologie. La plupart des études confirment que la première et surtout la deuxième révolution industrielle ont eu des effets négatifs sur les travailleurs peu qualifiés. Car les machines, qu'on vient de voir, ont remplacé de nombreuses occupations manuelles caractérisées par des tâches routinières. Par exemple, nous avons déjà vu la production des masses avec la chaîne de montage, qui a remplacé beaucoup de forces de travail. Par contre, historiquement, l'emploi total d'une économie n'a pas été beaucoup affecté, car des nouveaux emplois sont apparus au fur et à mesure et ont compensé ce qui en était perdu. Donc, il y a une sorte d'effet de compensation entre les emplois qui apparaissent et les emplois qui disparaissent au niveau agrégé. Mais à partir des années 80, c'est à partir de ces années-là que nous avons constaté des effets assez pervers sur les marchés du travail. C'est ce que les économistes appellent très souvent la polarisation des marchés du travail. Cette polarisation désigne, comme le nom le suggère, une recomposition de l'emploi autour des deux pôles dont les revenus et les conditions de travail s'écartent toujours plus. Donc, la part des professions intermédiaires se contracte, celle des professions les moins bien et les mieux payées augmente fortement. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une polarisation. Et cette recomposition de l'emploi a conduit à un creusement des inégalités salariales dans beaucoup de pays. Attention, il faut savoir que les phénomènes de polarisation s'expliquent en économie principalement par des changements technologiques, mais d'autres facteurs ont joué quand même un rôle très, très important, comme le commerce international, par exemple, ou encore la délocalisation d'entreprises. Donc, ces facteurs, quand même, sont des facteurs très, très, très importants. Donc, les ordinateurs et l'Internet, comme on a déjà vu, à partir des années 90, ont progressivement remplacé les travail humains dans les emplois composés en majorité des tâches routinières, c'est-à-dire du travail humain élémentaire et répétitif, mais cette fois-ci pas forcément manuel. Or, les tâches routinières étaient très fréquentes dans les emplois intermédiaires du secteur industriel et surtout dans les services. Par exemple, la technologie a diminué fortement la demande des emplois guichetiers des banques, par exemple, les secrétaires, les comptables, qui ont été petit à petit remplacés par des technologies comme, n'importe quoi, des distributeurs automatiques, l'utilisation des logiciels de comptabilité, etc., etc. Et donc, nous avons en fait cette diminution
des professions intermédiaires. Mais, comme je l'ai dit, nous avons également une augmentation sur les deux extrémités de la distribution. En fait, la croissance des professions les moins payées, c'est-à-dire à gauche, s'explique principalement par la hausse des emplois des services. Services à la personne, tels que les aides à domicile, les aides-soignants, les employés dans les commerces et l'artisanat. Ici, les salaires, vous voyez, sont limités par les bas niveaux d'études requis, typiquement, et un faible rendement de l'expérience. Par contre, on a l'extrême droite, c'est-à-dire les mieux payés, les professions les mieux payées, regrouper des emplois qui requièrent un niveau d'expertise élevé, souvent attesté par un diplôme d'enseignement supérieur ou un doctorat. C'était les emplois, par exemple, les ingénieurs, notamment en informatique, d'études et de recherche, les métiers hautement qualifiés de la finance et des assurances, les médecins, les dirigeants d'entreprises et encore d'autres. En conclusion, si vous voulez, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tandis que la polarisation, se polarisent les emplois, les écarts des salaires se sont creusés dans la plupart des pays développés. Et ça, c'est un phénomène qui a commencé autour des 80-90. Eh bien, si vous avez compris cette idée de polarisation, une question légitime qu'on peut se poser, c'est quel est l'effet de cette quatrième révolution industrielle? Donc, est-ce que cette révolution industrielle a-t-elle un effet positif? Donc, est-ce qu'elle va augmenter justement la polarisation du marché du travail ou pas forcément? Malheureusement, nous ne disposons pas aujourd'hui encore d'un volume de preuves suffisant pour tirer des conclusions très, très rigoureuses. Et la plupart des études, si on regarde la littérature, montrent que l'impact de ces technologies sera présente à presque tous les niveaux. Donc, a priori, on n'a pas de données encore pour les pouvoir tester de manière systématique, mais a priori, nous pourrions avoir une baisse de la polarisation. Mais nous verrons qu'en même temps, nous pourrions avoir d'autres risques, comme l'émergence d'une petite classe de super riches. Donc, moins de polarisation, mais encore beaucoup d'inégalités. Et je reviendrai dans 2 minutes sur cet aspect-là. Super. Ce que nous pouvons par contre prédire avec un bon degré de certitude, c'est qu'il y aura un mouvement continu de l'emploi dans les secteurs des services. C'est une tendance qui a caractérisé les économies de presque tous les pays du monde. Les progrès techniques dépouillent toujours la population active de l'agriculture, on voyait là, vert, et de l'industrie vers le secteur des services. Donc, là, c'est la proportion de la population active dans les différents secteurs. Et on voit aujourd'hui, plus de 80% de la population active se trouve dans le secteur des services. Alors, ici, il s'agit des statistiques pour les États-Unis, parce qu'il y a des données assez récentes, mais nous avons des tendances très, très similaires en Europe. Donc, à peu près en Europe, 85% de la population active se trouve dans le service. Alors, ces graphiques, c'est intéressant. Ça nous dit déjà quelque chose sur la recomposition de l'emploi, mais ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe dans ces grands secteurs-là. Donc, on a une transformation, il y a une recomposition de l'emploi, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'interne de chaque secteur. Donc, en fait, comme on verra dans 2 minutes, nous aurons des nouvelles professions, d'autres qui disparaîtront et d'autres encore pour lesquelles l'effet de la transition digitale n'est pas encore trop clair. Super. Alors, la bonne nouvelle, c'est que des emplois vont apparaître. Beaucoup de ces emplois, vous avez remarqué, existent déjà, mais nous, la communauté scientifique, pense qu'au cours des prochaines années, la demande sur les marchés du travail sera encore plus forte. Laissez-moi vous expliquer, vous dire un peu ce que nous pensons peuvent être en fait les travails, les boulots, les jobs qui vont être vraiment très, très présents sur le système économique. Alors, les premiers types d'emplois
des jobs est celui des data scientists. Data science n'existe que depuis quelques années et gagnera encore en importance dans les années à venir. La tâche générale, je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est un data scientist, mais la tâche générale d'un data scientist, c'est de structurer typiquement d'un énorme volume de données et d'extraire des tendances, disons, intéressantes, entre guillemets, qui permettent aux organisations de donner un sens à leurs données. Par exemple, les entreprises veulent mieux comprendre les comportements de leurs clients. C'est une application assez classique. Ou les institutions publiques veulent mieux comprendre, par exemple, les tendances des variables macroéconomiques suite à une intervention publique. Donc, le data scientist, c'est un métier, c'est un job qui gagnera en importance. Certaines professions très spécifiques dans les domaines de la data science sont apparues très récemment. L'un d'entre eux qui me semble particulièrement intéressant est celui du data artist. C'est un profil assez atypique qui est chargé typiquement au sein des entreprises de la représentation graphique des données. Les profils comprennent des compétences, des connaissances informatiques avancées, parce qu'il faut maîtriser des bases de données volumineuses, etc., mais aussi des capacités créatives typiques des artistes ou des graphistes. Donc, ça, c'est les data scientists. Nous pensons qu'il y aura également une augmentation dans les secteurs non routiniers et à salaire faible. Ces professions manuelles non routinières comprennent des emplois de services comme les, jardinières, les aides à domicile, les concierges, les massothérapeutes, etc. Donc, il y a tout un secteur non routinier et typiquement à salaire faible. Et un domaine, un type de job qui va certainement se développer de manière très massive est celui des crowd workers, ou travailleurs indépendants, si vous voulez. En fait, les crowd workers sont des travailleurs indépendants qui proposent leurs compétences via les plateformes en ligne de leur ordinateur. Je suis chez moi et je propose mes compétences sur le marché. Il peut s'agir des petites tâches, comme la rédaction des critiques des produits, ou des travaux, des projets beaucoup plus complexes, comme, les tests d'un logiciel, ou la fourniture des conseils juridiques, ou la conception et la programmation d'un site web. On peut avoir vraiment des boulots très complexes. À l'heure actuelle, si on regarde les données, dans les pays développés, les crowdworking, on appelle ça comme ça, n'est qu'en moyenne, surtout pour la nouvelle génération, de gagner un petit revenu supplémentaire. Mais, à mon avis, cela changera vraiment beaucoup dans les prochaines années. Donc, en effet, les crowdworking représentera, de mon point de vue, un moyen de fournir des services sur le marché en dehors des structures d'emploi traditionnelles. Ce qui va entraîner toute une série de conséquences qu'on va voir dans quelques minutes sur, par exemple, le lieu de travail, les temps de travail, la sécurité sociale, etc., etc. Et oui, plusieurs emplois vont effectivement disparaître. Avec l'événement des usines intelligentes, de cette Smart Factory dont on a parlé il y a quelques minutes, les travailleurs de l'industrie, surtout manufacturière, perdront un nombre important de postes. Donc, un secteur qui sera aussi fortement touché, qui a déjà été, le secteur de la logistique. Si on regarde les données, le secteur logistique est un secteur qui a été extrêmement touché au niveau d'emploi au cours de ces derniers 3-4 ans. Et d'autres secteurs aussi, où les efforts physiques sont considérables, comme par exemple les exploitations minières. Ça, c'est aussi un secteur énormément touché. Pensez à ce qui se passe dans certaines entreprises comme Amazon, par exemple. C'est un grand classique. Là, les machines s'occupent essentiellement de tous les aspects logistiques, ou presque tous les aspects logistiques. Très bientôt, ce ne sera pas seulement la gestion des entrepôts, mais aussi les transports. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, il existe déjà plusieurs services de livraison par drone. En fait, c'est un robot qui livre en fait les biens, les services
chez nous. Mais il n'y a pas que la manufacture et la logistique. Attention. En fait, presque tous les emplois où un employé est assis devant son écran d'ordinateur et traite et interprète des données de manière routinière sont à haut risque. Certains emplois sont, par exemple, encore une fois, les comptables, les greffiers ou l'agent des bureaux des administrations fiscales, où justement il y a des tâches très, très, très routinières. Ces types d'employeurs sont vraiment traitent des données, ils font ça de manière assez standardisée, avec des routines et des tâches plutôt prévisibles. Donc, les cas les plus intéressants est celui des emplois qui risquent potentiellement d'être remplacés par un système intelligent, par une machine, mais il n'est pas encore tout à fait clair si cela se produira et quand. Un exemple bien connu est celui des professions juridiques. On voyait là. Aujourd'hui, la technologie disponible pourrait être prête à automatiser ce travail. Peut-être pas complètement, mais en grande partie. Par exemple, récemment, des développeurs des logiciels, des computer scientists, des juristes ont travaillé sur des systèmes intelligents, sur des IA, pour réviser les contrats, effectuer un examen préliminaire des documents juridiques. Cela fonctionne vraiment très, très bien. Les machines arrivent à atteindre des performances humaines. Cependant, plusieurs études concluent que les professions d'avocats, les professions de juristes, est moins menacée que d'autres emplois en raison principalement des relations personnelles que ces professionnels ont avec les clients. Donc, il y a une dimension, disons, social network, son relation sociale, mais aussi il y a une dimension liée à la créativité nécessaire, par exemple, pour rédiger des nouvelles législations ou des clauses contractuelles. On retrouve encore cette dimension créative. Après, on a les médecins et les personnels soignants. Là encore, ces catégories constituent un groupe de professionnels potentiellement à risque. Les possibilités techniques laissent penser qu'une réduction de l'emploi est tout à fait possible. On entend très souvent cette idée, les médecins vont être remplacés par des robots, les radiologues vont disparaître. En fait, c'est plutôt un récit commun. Pourtant, jusqu'à présent, ces professions, si on regarde les données, n'ont pas vraiment été remplacées par la technologie. Au contraire, celle-ci, la technologie, est plutôt entrée dans la pratique courante, dans la standard practice de la plupart des activités quotidiennes. Pensez aux robots chirurgicaux ou aux machines intelligentes permettant, avec des systèmes de vision, de diagnostiquer des maladies, comme la COVID, par exemple. Donc, vous voyez, la technologie est là. A priori, on peut avoir en effet des substitutions, mais en vrai, on a en effet des complémentarités, synergies en machine. Et finalement, nous avons les professions artistiques, donc, telles que l'écrivain, les peintres, les musiciens, les réalisateurs de films, et encore. Ces emplois, comme vous pouvez l'imaginer, ne comportent aucune routine. Par définition, sont des professions artistiques, créatives. Et jusqu'au présent, les machines n'ont pas du tout remplacé les travailleurs humains, si on regarde les données. Pourtant, les IA très récentes ont pu exécuter, par exemple, de la musique très intéressante, écrire des poésies et peindre. Personnellement, c'est mon point de vue, je pense que les professionnels artistiques seront difficilement remplacés par la machine dans les prochaines années. Mais il y a quand même certaines études des collègues qui prétendent le contraire. Ils affirment que les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui, en ce mode, ne seront pas nécessairement attachés au contact humain, ce qui semble être, à mon avis, un aspect très important de l'art aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas trop de substitutions. Ainsi, en fait, selon cette vision, que les morceaux de musique proviennent d'un humain ou d'une machine, n'est pas si importante après tout, tant que les morceaux de musique est bon. Donc, potentiellement, vous voyez, même ces professions sont un risque. Mais en vrai, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on n'a pas de l'évidence, des preuves systématiques sur ce qui se passe dans ce type de profession.
Donc, voici les premiers messages à retenir. Certains emplois vont apparaître, d'autres vont disparaître. Il y a très peu de choses que nous pouvons faire, et peut-être nous voulons faire. Et que cela nous convienne ou pas, c'est l'effet normal de l'évolution technologique. Contrairement au passé, cependant, tout type d'emploi est susceptible d'être automatisé. Donc, pas seulement ceux qui ont des salaires faibles, mais même ceux qui ont des salaires très, très, très élevés. Et les critères décisifs dans ce cas-là sera le niveau des routines, des tâches qui constituent le travail et l'acceptation, en fait, des humains vers la machine. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les premiers messages que j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit. Une autre question qui est très souvent débattue dans la communauté scientifique est de savoir si la nouvelle vague des changements technologiques déclenchée par l'IA, par les machines intelligentes, va accroître les inégalités dans la société. Ça, c'est un sujet très, très, très sensible. En fait, qu'il s'agisse ou non de l'effet de la polarisation du marché du travail des années 80, comme on vient de voir, ou d'autres facteurs, lorsqu'on compare la répartition des richesses dans les pays de l'OCDE, en Europe, mais pas seulement en Europe, au cours de, moi je dirais, 25, 30 dernières années, on constate un écart croissant entre les riches et les pauvres, ce qui entraînera inévitablement des tensions sociales. C'est normal. Et cette agitation sociale est particulièrement forte ces dernières années, car dans un monde numérique, il devient de plus en plus compliqué pour les travailleurs qui se retrouvent au chômage de s'intégrer dans les nouveaux marchés du travail qui, comme nous l'avons dit, voient l'émergence, une recomposition de l'économie, et on voit l'émergence de nouveaux emplois nécessitant souvent des compétences très, très spécifiques. Donc, un constat intéressant et à mon avis, en même temps assez dramatique, c'est que la technologie, ou les technologies numériques, en particulier l'IA et les big data, donc les données au sens large du terme, ont donné naissance à une nouvelle classe de super riches. Si on compare, comme vous voyez ici dans les graphiques, la part de la richesse détenue par les groupes à travers la distribution de la richesse, donc là, c'est le top 0,01%. Okay? Ça, c'est l'évolution temporelle. Ça, il y a le pourcentage des richesses détenues par une classe. Okay? Là, vous avez la médiane de la population. En fait, si on compare cette distribution, on constate, vous le voyez bien, que la proportion des richesses détenues par les 0,01 les plus riches a augmenté à un rythme constant depuis les années 80. Aujourd'hui, vous voyez bien, environ 10% de la richesse totale est détenue par les 0,01 les plus riches. Ce qui est tout à fait dramatique. Sur la liste Forbes 2021, c'est sans surprise, c'est pas une big news, on voit que dans les top 10, on trouve des entrepreneurs du numérique. Je suis presque sûr que vous connaissez en fait. Encore une fois, sans surprise, ces entreprises-là sont celles qui investissent ou qui ont investi agressivement dans l'IA, les big data et les numériques. Alors, vous pourriez être très pessimiste et dire, eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire pour arrêter cette tendance. On a un écart croissant entre les riches et les pauvres, on a des jobs qui vont être remplacés par des machines, etc. Donc, les côtés négatifs. Ou bien, vous pouvez penser, comme moi par ailleurs, et nous pouvons quand même mettre en place plusieurs actions politiques pour minimiser les côtés négatifs de la transformation digitale et en tirer le maximum de bénéfices. Alors, comme Rodrigue a dit, j'ai eu le plaisir à des possibilités de participer activement à certaines réflexions
avec des institutions publiques, comme l'OCDE ou la Commission européenne, dont l'objectif de ces institutions est de promouvoir des politiques publiques dans des différents pays. Et dans ce cas-là, ce sont des politiques publiques pour favoriser, pour garantir un avenir, comme on a vu précédemment, brillant et inclusif du travail. Je vous donne alors ici quelques idées, quelques exemples des actions politiques publiques qui pourraient être proposées par les gouvernements. Certains étant déjà en place et d'autres qui, pour l'instant, sont juste des pistes de réflexion. Mais quand même, il y a énormément de discussions sur cette thématique-là. Alors, une première dimension, de mon point de vue parmi les plus importants, concerne le système éducatif. Le système éducatif qui doit être adapté à ces nouvelles conditions de travail, forcément. Et pour paraphraser en fait un slogan assez provocateur apparu lors du dernier Forum mondial de l'économie, le World Economic Forum, en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus. En fait, ce slogan disait que l'école et les universités ne doivent pas enseigner les mots tels qu'il était, mais tel qu'il sera. Donc, voyons donc ce que ça signifie en pratique. Alors, tout d'abord, je pense qu'une utilisation accrue devrait être faite des méthodes pour, disons, encourager les esprits créatifs des étudiants. Ça, c'est une dimension très, très importante. Déjà à l'école primaire, mais aussi à l'université. Donc, il s'agit, par exemple, des méthodes pédagogiques un peu alternatives, par exemple, le design thinking, où il faut vraiment être très créatif pour arriver à une solution, des techniques de brainstorming ou des capacités d'adaptation. Vraiment enseigner aux individus à s'adapter à de nouvelles conditions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prochaine génération d'employés doit apprendre forcément à s'adapter rapidement aux changements technologiques, sociaux et numériques qui en aura. En deuxième dimension, le système d'enseignement supérieur devrait réfléchir, à mon avis, à de nouvelles formations, dans de nouveaux cursus. En complément des écoles classiques d'ingénierie et d'information, ou les business schools, qui restent bien sûr très importants, je ne veux pas dire l'inverse. Certaines universités, dont la nôtre ici à Strasbourg, sont en train de fusionner des domaines très hétérogènes pour former des professionnels au profil très atypique. On a par exemple ici, sur Strasbourg, mais pas seulement, une fusion entre les langues et la technologie, la gestion et l'économie et les big data, intelligence artificielle, la littérature et la visualisation des données, et encore d'autres. On a de plus en plus de parcours qui émergent et qui fusionnent en fait des compétences très, très, très disparates. Certaines universités, moi j'ai des collègues à Milan par exemple, des universités ont déjà des diplômes dans des disciplines très, très, très spécifiques. Bon, par exemple, j'ai une amie qui travaille dans une faculté où ils ont proposé un diplôme des sciences cognitives industrielles, ou de la bionique de l'automatisation. Ou encore, je viens de découvrir qu'à Milan, ils ont ouvert un parcours en data artist. Vous voyez, troisième, un autre défi pour les écoles et les universités est de savoir transmettre aux étudiants des savoir-faire. C'est qu'en anglais, on appelle très souvent soft skills, qui deviennent plus importants que jamais. C'est que la capacité de travailler en équipe, accepter les critiques, la responsabilité, les compétences sociales et communicatives, bien sûr, et surtout la bonne gestion du temps. Quatrième dimension, c'est que les gouvernements doivent promouvoir de plus en plus ce que nous appelons la culture numérique, ou encore, en utilisant un anglicisme, on dirait digital literacy, c'est-à-dire informer le grand public des progrès techniques actuels, lui faire comprendre les défis, leurs risques, mais aussi les bénéfices. Et cela peut se faire par le biais de la presse, bien sûr, mais aussi à travers des ateliers, des expositions dans les musées, comme par exemple notre musée ici à Strasbourg, l'EVSE, est en train de mettre en place des trucs assez sympas pour vulgariser les numériques aux enfants, et des manifestations publiques comme ce festival-là, par exemple. Donc, ça sont, à mon avis, les dimensions sur lesquelles les gouvernements peuvent intervenir
pour améliorer et mettre en phase en fait le système éducatif avec les changements qui ont en cours. Un deuxième domaine d'intervention politique est le système de sécurité sociale. Alors, de plus en plus dans des pays en Europe, mais pas seulement, aux États-Unis aussi, en Chine aussi, envisage la mise en place d'un revenu de base inconditionnel pour tous. Et attention, ce n'est pas la RSA. C'est quoi exactement, en fait, ce revenu de base inconditionnel? En fait, il s'agit, grosso modo, d'une somme d'argent versée par une communauté politique à tous ses membres sur une base individuelle, sans condition de ressources, ni obligation ou absence de travail. Alors, vous voyez, bien sûr, les opinions se polarisent beaucoup vers les extrêmes lorsqu'il s'agit de cette intervention publique. Ce qui prétend que ce n'est pas juste, parce que cela va dissuader, si vous voulez, les gens de travailler. D'autres affirment, au contraire, que cette intervention publique, c'est une expression maximale de liberté, de démocratie, et qu'elle pourrait être justement la solution contre les injustices au travail ou la transformation numérique. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. D'abord, car en fait, je vous avoue que je ne suis pas un expert de sécurité sociale. Certains de mes collègues pourraient vous dire beaucoup plus à ce sujet-là. Et ensuite, et surtout, parce que cela demanderait beaucoup plus de temps par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Mais moi, vous savez que c'est un sujet très chaud dans le règne politique. Ce n'est pas une réalité aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet très, très chaud. Comme alternative ou complément au revenu de base inconditionnel, plusieurs gouvernements envisagent de réduire par loi la durée du travail, de sorte que les emplois existants puissent être attribués à plusieurs employés. Cela semble a priori une bonne idée, mais nous disposons déjà de quelques données historiques suggérant qu'il ne s'agit pas d'une solution très efficace dans la pratique. Par exemple, l'introduction de la semaine de 35 heures en France et en Allemagne pour certains secteurs n'a pas vraiment entraîné une augmentation de l'emploi, si on regarde les données. Plusieurs études ont montré que la réduction du temps de travail n'empêche que la hausse du chômage, ça c'est vrai, mais elle ne contribue pas à la réduction du chômage existant. Donc voilà, il y a quand même cette piste, cette possibilité, mais dans les pays où on a déjà des preuves, en fait, il semblerait que c'est une solution pas trop efficace. Et puis, vous voyez ici en bas, il y a d'autres actions plus possibles sur la table, plus ou moins une étape, disons, conceptuelle. Certains pays envisagent sérieusement d'introduire une taxe sur les robots pour décourager le remplacement des travailleurs par les machines. Par exemple, la Corée du Sud, pour citer un exemple, introduit cette taxe en 2017. Et en Europe, nous ne sommes pas encore là. Au contraire, le Parlement européen a rejeté en 2018, fin 2018, la proposition d'une taxe sur les robots dans les pays en Europe. Mais même si ils ont rejeté cette proposition, il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de discussions sur ce sujet dans la communauté politique et aussi académique. Il y a énormément de littérature là-dessus. Et enfin, les gouvernements pourraient être en mesure de déterminer les emplois qu'ils souhaitent voir exclusivement occupés par des humains. Et cela peut se faire par l'introduction des human quota ou quota humain et ou d'un label made by humans, si vous voulez, fabriqué par des humains, dans des secteurs très, très spécifiques, comme le travail social et caritatif, par exemple. Mais pas seulement, ça peut être vraiment très, très, très vaste. OK. Donc, pour résumer, le deuxième message à retenir, c'est le suivant. Oui, si on regarde les données, l'inégalité augmente. La technologie est certainement une source du problème. En fait, c'est quand même une dimension très, très importante. Les statistiques nous montrent que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, que la mobilité sociale diminue
et qu'une classe de super riches émerge, vrai. Pourtant, je pense que les politiques publiques qu'on vient de voir peuvent jouer encore un rôle très, très important pour arrêter et pourquoi pas aussi inverser cette tendance. Donc, toujours, c'est une question de volonté. OK. Alors, jusqu'au présent, jusqu'à maintenant, nous avons parlé des effets que la nouvelle révolution technologique, l'IA, la robotique, les technologies d'automatisation peuvent avoir sur l'avenir du travail, sur les inégalités dans la société, sur ce que les politiques publiques peuvent faire. Un dernier aspect que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous est celui des effets que ces technologies peuvent avoir sur l'organisation du travail. C'est un sujet tout aussi important et un domaine où nous voyons déjà des changements se produire. Il y a déjà pas mal de littérature sur le sujet. Voilà. Alors, les machines intelligentes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles vont apporter des changements dans plusieurs dimensions de l'organisation du travail. Donc, elles apportent des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes d'entreprise. Les machines vont affecter énormément les lieux et les temps de travail de nombreux employés. Et les machines vont affecter également les systèmes de rémunération. Une dernière dimension, comme vous voyez là dans cette diapositive, on verra que les machines posent un certain nombre de problèmes aussi liés à la santé et à la sécurité des travailleurs. Il y a pas mal de choses, mais quand même, on essaie d'optimiser les timings et d'explorer un peu ensemble tout ça. Alors, en premier lieu, la digitalisation croissante qu'on vient de voir un peu partout de la société, de l'économie, etc. Et surtout la vaste gamme des services proposés par des crowdworkers, des travailleurs indépendants à travers Internet, les plateformes, etc., permettent aux entreprises de localiser plus facilement des domaines d'activité ou des secteurs des services dans différents parties du monde, régions, pays, etc. Nous appelons ces phénomènes en économie, au management, nous appelons ces phénomènes l'externalisation des tâches, ou outsourcing, job outsourcing, ou encore la culture du travail à la demande, si vous voulez en français. Alors, il est important de noter ici que contrairement aux idées faussément reçues, les grandes entreprises, donc Google, Microsoft, etc., les big guys, ne sont pas les seuls responsables de l'outsourcing de l'emploi. Au contraire, nous voyons de plus en plus, il y a une évidence, des preuves très très fortes, des micro-entreprises ou des petites moyennes entreprises, des PME, rechercher des services sur le web. Ces services sont extrêmement hétérogènes, donc allant de l'analyse des données à la conception des sites web, comme on a déjà dit, en passant par des conseils juridiques et médicaux et bien d'autres encore. Donc, on a de plus en plus un outsourcing, on a de plus en plus de plateformes en ligne qui se développent, on a de plus en plus de crowdworkers qui mettent à disposition leurs compétences sur le web. Globalement, la tendance mondiale, si vous voulez, est que le travail 4.0, on appelle très souvent comme ça, se fera en dehors des structures d'emploi traditionnelles, avec une augmentation massive du travail indépendant. Le travail indépendant, vous voyez, c'est une option cool, c'est une option intéressante, car il apporte pas mal d'indépendance, de flexibilité, etc. Mais il pose également d'autres problèmes. L'un de ces problèmes, on verra dans 2 secondes, c'est la sécurité sociale en général. Par exemple, que se passe-t-il si un travailleur tombe malade? Ou, comme nous le verrons encore dans quelques minutes, il y a une dimension liée au temps de travail et au lieu de travail. Le fait qu'il y a de plus en plus d'outsourcing va jouer un rôle très, 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 très fort sur la conception du temps de travail et lieu de travail. De même, nous voyons de plus en plus l'émergence du concept d'équipes virtuelles, Virtual Working Groups. Qu'est-ce que c'est une équipe virtuelle? Grosso modo, c'est un groupe de personnes qui travaillent de manière toujours indépendante, mais pas forcément, dans un objectif commun, dans un but commun, au-delà des frontières spatiales, temporelles et organisationnelles. Et ils font ça à travers la technologie, bien sûr, pour communiquer, collaborer, échanger de l'information, etc.
Donc, en tant que tel, les équipes virtuelles permettent aux organisations, souvent ici les grandes entreprises, de réunir des gens, des professionnels, des crowdworks avec les meilleures expertises, quelle que soit en fait leur lieu de résidence. Parce que la communication est possible à travers les web. Encore une fois, cela semble être une bonne chose, et dans de nombreux cas, effectivement, c'est une bonne chose. Toutefois, dans ces cas également, il existe certains aspects négatifs. Il faut savoir, par exemple, que les membres d'une équipe de travail virtuel n'ont très souvent aucun contact personnel avec les collègues. La communication n'est possible que par le biais des dispositifs techniques, des plateformes en ligne, très souvent en utilisant une langue qui n'est pas la langue maternelle. Et donc, il y a des études, surtout des études de psychologie très récentes qui ont montré que cela peut conduire à l'isolement des employés, à l'isolement des individus, à des formes de dépression et en réduction de la créativité de l'équipe. Donc, on a quand même une baisse de productivité qui se traduit ensuite par des conséquences au niveau économique. En revanche, l'un des aspects positifs est que dans certaines organisations, publiques et privées, mais surtout les publics pour l'instant, mais de plus en plus même dans les privés, des robots auxiliaires et des systèmes informatiques intelligents, de l'IA, ont été appliqués avec succès pour intégrer des personnes âgées, malades ou handicapées, et intégrer ces personnes dans le monde du travail. Les systèmes auxiliaires permettent, comme vous voyez, non seulement à l'entreprise, à l'organisation de gagner en efficacité, mais surtout, de mon point de vue, c'est où je trouve intéressant cette idée d'intégration, il renforce également l'estime de soi des employés concernés, qui n'arrivent pas sinon la possibilité de pouvoir vraiment travailler. Donc ainsi, les machines intelligentes et les progrès technologiques pourraient contribuer, encore une fois, activement à une meilleure inclusion dans différentes organisations. Alors, la technologie n'aura pas seulement un effet sur les fonds d'organisation, qu'on vient de voir, mais elle affectera aussi beaucoup les lieux de travail des individus. C'est une conséquence directe, en fait, du changement organisationnel dont on a parlé. Tout d'abord, une question centrale lorsqu'on traite des systèmes autonomes est la sécurité du travail. Sécurité au travail. Dans le paradigme de l'industrie 3.0, les robots de production ont été caractérisés par une séparation stricte entre l'homme et la machine, avec des barrières de sécurité ou des zones de sécurité. Donc, en fait, si on regarde dans les années 80-90, mais même assez récemment, l'homme et la machine ne travaillaient généralement pas ensemble, car les gens, en fait, n'étaient autorisés qu'à céder, en fait, à la zone lorsque les robots étaient éteints, où les robots s'éteignaient automatiquement lorsque des humains s'approchaient. Mais aujourd'hui, les choses ont changé beaucoup et changeront encore plus dans les prochaines années. Les problèmes de sécurité sont surmontés par le fait que les robots intelligents, les IA, sont capables de prévoir les erreurs humaines et grâce à des dispositifs de détection, des capteurs, de s'étendre automatiquement dans les situations dangereuses, par exemple. Les robots intelligents, équipés avec des IA, etc., sont déjà capables d'assumer des fonctions d'assistance et de collaboration avec l'homme dans de nombreux domaines. On a évoqué précédemment les soins à la santé, la médecine clinique, mais on a même des choses assez sympas dans les domaines de l'exploration sous-marine, par exemple, ou l'exploration spatiale. Donc, il y a de plus en plus de synergie en machine parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité sur l'interaction en machine. Un autre changement que la transformation numérique entraînera par de nombreux métiers est que les lieux de travail s'étendent de plus en plus dans l'espace public. Les économistes appellent ce phénomène la syndrome du latte macchiato, avec la prononciation italienne, donc latte macchiato. Les employés ou les travailleurs indépendants ne sont plus nécessairement assis dans leur bureau, comme moi maintenant, mais dans les cafés du coin ou, s'il fait beau, en fait, au parc, à l'orangerie ou peu importe, en travaillant depuis leur ordinateur portable. Mais moi aussi, je le fais assez souvent lorsque je me déplace par des conférences, par exemple.
Les lieux de travail, vous voyez, s'il existe, servent presque uniquement à entretenir en fait, les réseaux sociaux avec les collègues. Mais ce n'est pas vraiment les lieux, ce n'est pas les véritables lieux de production. Et du coup, un troisième changement, c'est que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée devient très, très floue. De sorte que les lieux de travail traditionnels et les horaires fixés disparaissent. Bon, là encore, cela entraîne une certaine flexibilité, ce qui est bien, mais aussi des tensions, par exemple au niveau familial. Moi, hier soir, j'ai terminé ma présentation aujourd'hui, chez moi, tranquille, et il y avait mes deux enfants qui couraient, criaient comme des fous dans l'appartement, et me demandaient d'arrêter pour jouer avec eux, etc. Donc, vous voyez, la frontière entre ma vie professionnelle et la vie privée disparaît, quoi. Et il est évident que ces changements des lieux de travail ont également un effet direct sur les temps de travail et vice-versa. Donc, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises cette idée d'augmentation de flexibilité. De plus en plus de travailleurs ont constaté une augmentation de la flexibilité au cours des dernières années. Je pense que le Covid-19, la pandémie, a donné un nouveau élan à ces phénomènes. Et plusieurs études, sans surprise, affirment que la flexibilité est susceptible d'augmenter encore plus au cours des prochaines années. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? Là encore, il y a des avantages et des inconvénients, comme vous pouvez imaginer. Les avantages sont une plus grande indépendance, plus de temps chez nous, à la maison, etc. L'inconvénient principal, à mon avis, est qu'une flexibilité plus grande, plus forte, conduit souvent à ce que nous appelons la culture de always on, ou toujours disponible, ce qui signifie souvent une disponibilité constante pour l'employeur. Et pour certaines personnes, pour certains employés, cette disponibilité constante peut être une source de stress et d'autres troubles mentaux, qu'on verra dans quelques minutes. Tout simplement, comme je vous dis, cela signifie que la frontière entre la vie professionnelle et la vie professionnelle tend à disparaître. Vous voyez remarqué qu'au début, les cadres, seuls les cadres et les travailleurs indépendants qui ne sont pas couverts, en général, n'étaient pas couverts par des réglementations sur les temps de travail dans la plupart des pays, devaient être constamment disponibles en règle générale. Mais cela s'est progressivement imposé à plus grand nombre d'employés sans responsabilité de gestion. Et ça, c'est quand même étonnant. Et enfin, un autre aspect que je trouve intéressant, c'est que les chercheurs ont trouvé dans les données du marché du travail un passage progressif à 2 heures de travail basé sur la confiance, ce que l'on appelle trust-based working hours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'employeur renonce à contrôler précisément les heures ou les volumes de travail, mais ce qui compte, c'est les produits finaux. D'une part, cela signifie à nouveau plus de flexibilité pour les travailleurs, avec tous les avantages et les inconvénients que nous avons déjà évoqués. D'autre part, cela signifie que l'employeur doit accorder une grande confiance aux travailleurs, car il ne peut pas vraiment contrôler la quantité de travail nécessaire. Donc, cela signifie que les travailleurs peuvent gonfler, entre guillemets, la quantité nécessaire ou le temps nécessaire pour obtenir une rémunération plus élevée. Et on voit aujourd'hui une transition vers des heures de travail basées sur la confiance implique forcément que l'employeur et l'employé soient capables de se mettre d'accord sur des objectifs très clairs, réalistes, ce qui n'est pas souvent pas une tâche simple, si vous voulez, et ça peut être en fait une source de tension, encore une fois, entre employeur et employé. Tous ces changements en termes de lieux et de temps de travail ont des conséquences importantes sur les systèmes de rémunération, qui est en constante évolution. Nous avons déjà discuté des effets que la technologie peut avoir sur la polarisation des salaires, vous vous souvenez peut-être,
mais la technologie aura également un effet sur les types de rémunération, sur les options de rémunération. Laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à ça. Alors, comme je l'ai dit, la rupture des frontières en termes de lieux et d'horaire de travail rend très difficile, et sera de plus en plus le cas, pour l'employé de vérifier combien d'heures les salariés ont réellement travaillé. À l'avenir, y compris pour les salariés non cadres, je pense que, à mon avis, des éléments de rémunération liés aux performances, donc Performance Link Payment, se retrouveront de plus en plus dans les calculs salariés. Et en raison de l'externalisation de cet outsourcing des services à des prestataires externes, il y aura également davantage de paiements forfaitaires pour la fourniture d'un ensemble de services spécifiques, ce qu'en littérature on appelle lump sum, comme vous le voyez là. Et du coup, plusieurs études ont montré que la mobilité professionnelle s'est considérablement accrue au cours des dernières années et qu'elle continuera à augmenter dans les années à venir. Donc, les employés hautement qualifiés, en particulier, changeront plus souvent d'emploi et auront la possibilité de négocier les temps de travail et les modèles de rémunération. Donc, il y aura un peu plus de pouvoir de négociation pour les travailleurs indépendants et les travailleurs avec un fort degré de mobilité professionnelle. En même temps, les salaires à la pièce seront ou deviendront beaucoup plus rares, car les robots industriels seront de plus en plus utilisés dans le processus de production, surtout dans le secteur manufacturier, et il va de même pour les indemnités forfaitaires pour des travaux supplémentaires, par exemple. Voilà. Donc, on est presque arrivé à la fin. Nous avons discuté de certains changements au niveau de l'organisation du travail, outsourcing, etc. D'autres changements en termes de lieux et de temps de travail. Nous venons de discuter de l'émergence de nouveaux systèmes de rémunération. Et maintenant, j'aimerais vous parler de certaines questions liées à la santé des travailleurs dans les paradigmes du travail 4.0, de l'industrie 4.0. Laissez-moi déjà démystifier une idée reçue. Les robots ne tuent pas les humains au travail, ou du moins beaucoup moins que ce que les gens pensent d'habitude. Si on regarde les statistiques, il y a plein de statistiques récentes, très récentes sur les marchés du travail, surtout le marché du travail aux États-Unis. Ces statistiques ont montré que le nombre de décès causés par les robots au cours des 30-40 ans dernières années était à peu près de 30-35 employés, un truc comme ça. C'est quand même déjà quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment très, très, très fort? C'est un grand chiffre. En fait, les 30 quelque chose employés sont en moyenne d'un décès causé par un robot par an sur environ quelque chose comme 10 000, et même plus, accidents du travail par an, surtout tout en restant aux États-Unis. Ce qui équivaut à, vous faites les calculs, c'est 0,000 quelque chose. OK. Les robots ne tuent pas les humains au travail, ou du moins, comme je disais, beaucoup moins de ce que typiquement on imagine. Cela dit, les robots ont quand même causé beaucoup de lésions physiques au cours des années. Ça, c'est vrai. La plupart des accidents, si on regarde encore les statistiques, les accidents du travail, étaient causés par un manque de coordination entre l'opérateur humain et les systèmes d'assistance, et très souvent par une erreur humaine, ou une mauvaise utilisation du robot. Il y a une bonne news ici, une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le nombre de cas d'accidents, si on regarde les données, des lésions physiques, a commencé à diminuer de manière progressive et va se réduire de plus en plus au cours de ces dernières années. Ce qui est clairement le résultat d'une importante amélioration technologique. Comme on vient de voir, les robots sont de plus en plus capables de mieux se coordonner avec l'homme, de prévoir les erreurs humaines, ce qui réduit les risques de se blesser. Donc, c'est bien. Il est également assez évident que la transition massive des salariés vers le troisième secteur des services, comme nous l'avons vu précédemment, fait que ces employés passent plus de temps assis sur un bureau devant un ordinateur.
on sait déjà. C'est un problème qui existait depuis 20 ans, mais qui semble devenir plus fréquent, en particulier chez les très jeunes aujourd'hui. Et en fait, ces problèmes vont entraîner de plus en plus des problèmes posturaux, etc. Donc, c'est quand même des problèmes liés à la santé. Et enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un problème, à mon avis, très, très important et souvent méconnu, à savoir les conséquences que l'IA et les robots intelligents peuvent avoir sur la santé mentale des travailleurs. Alors, ici, les preuves scientifiques sur ce sujet ne sont pas encore très solides et concluantes, hein. Il faut être honnête. Mais il semblerait que la proportion des travailleurs qui connaissent des troubles mentaux liés à dépression, relations sociales, etc., a augmenté de manière assez significative dans les entreprises qui ont investi massivement dans des technologies d'automatisation et IA en général. Donc, il y a très peu d'études, mais j'ai un ami, par exemple, qui travaille sur le sujet et j'utilise des données sur le marché du travail en Allemagne pour montrer justement qu'il y a cette relation entre automatisation et troubles mentaux. Il peut y avoir quelques explications à cela. Certaines explications sont liées à l'isolement et à la réduction des relations sociales, qu'on a évoqué à plusieurs reprises. D'autres explications concernent les sortes de sentiments d'insécurité de l'emploi, ou d'autres encore liées à la difficulté d'adaptation aux nouvelles conditions du travail. Donc, nous ne savons pas grand-chose aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à faire côté recherche, mais il s'agit certainement, à mon avis, d'un domaine de recherche très, très important. Très, très cool. Bon, je pense que nous rapprochons vers la fin. J'aimerais donc consacrer vraiment 2 dernières minutes pour vous parler du rôle. On ne peut pas l'évoquer, le rôle que la pandémie COVID-19 a et pourra avoir sur certaines dimensions que j'ai abordées, que nous avons abordées ensemble aujourd'hui. Donc, est-ce que la COVID va accélérer ou pas les changements qui étaient déjà en place en raison de l'évolution technologique? Et la réponse, à mon avis, est oui. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai pensé là. Alors, déjà, puisque le COVID a réduit les contacts humains, qu'ils soient à cause des lockdowns, des confinements, ou simplement parce que les gens sont de plus en plus réticents à entrer en contact les uns avec les autres, nous avons assisté à 2 effets principaux sur le système économique. Ce sont les 2 effets que vous voyez là. D'une part, on a assisté à une augmentation de l'automatisation au sein des entreprises. D'autre part, à une forte contraction du secteur des services sociaux. Pourquoi cela peut être un problème? Alors, si vous avez suivi un peu toute la discussion, les entreprises, déjà, ne reviendront pas en arrière. Si les entreprises, si elles ont automatisé certains processus de production, elles l'ont fait grâce à des gros investissements dans les machines, et après, il n'y a aucune raison pour laquelle ça peut se débarrasser de cette technologie. En fait, l'automatisation ne cessera pas. Bref, vous regardez, l'effet de remplacement de l'emploi s'est renforcé à cause de l'automatisation et l'éventuel effet de compensation que nous aurons pu avoir pour une augmentation de l'emploi dans le 3e secteur des services ne s'est pas produit parce que ce secteur a été sévèrement touché par la pandémie à cause des distanciements sociaux, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une sorte de contraposition entre création d'emplois et destruction d'emplois. Et la COVID a accéléré en fait les côtés destruction et réduit justement les côtés création. Deuxièmement, si la technologie crée déjà des troubles, des problèmes liés à l'isolement et à la réduction des contacts, relations sociales, à travers tout ce qu'on vient de voir, outsourcing, etc., eh bien, l'expérience COVID n'a qu'amplifié ces problèmes. Les questions est de savoir s'il s'agit tout simplement d'une transition ou ce sera ce qu'on dit le new normal, une nouvelle normalité, quoi. Et enfin,
comme les gens s'étaient nécessairement appuyés sur des technologies numériques pendant la pandémie, on a tout fait ça. Pensez aux plateformes en ligne pour donner des cours, l'enseignement, ou aux plateformes en ligne, plateformes de vente, ou médias sociaux, enfin, encore d'autres. Là, on voit encore une fois que la classe d'entrepreneurs du numérique, on l'a déjà vu, a réalisé pendant cette période des non-profits, ce qui, si on regarde en fait les statistiques, amplifiait la disparité qui existait déjà. Et donc, si vous vous souvenez de ces graphiques que je vous montrais tout à l'heure, il y avait déjà pas mal de disparités et la pandémie peut-être a fait si que cette disparité augmentait davantage. Donc, je suis typiquement une personne très optimiste pour ceux qui me connaissent, donc optimiste toujours, mais je dois reconnaître que les effets pervers que la COVID peut apporter sur le marché du travail, sur le système social, en fait, sur le système économique, qui était déjà touché fortement et qui subit des changements majeurs à cause de la technologie, de l'IA, de la transformation numérique dont on a parlé, eh bien, cela peut créer vraiment beaucoup de problèmes. Encore une fois, la part optimiste, parce que je reste quand même un mec optimiste, me dit que nous, en tant que société, devons faire quelque chose. Et maintenant, je voulais plus que jamais, les rôles de la science, nous en tant que chercheurs, vous en tant que chercheurs, vous en tant que public, nous pourrons vraiment apporter beaucoup de soutien aux actions politiques publiques. Et notre apport sera vraiment crucial. Et voilà, avec ces derniers points, j'espère que vous avez trouvé cette discussion intéressante et stimulante. Je termine là. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question.